Nous reprenons un peu le problème abordé lors de la séance précédente, la 15e séance, relative à la diffusion au sein d'un film sphérique. Je souhaiterais reprendre un tout petit peu ce que nous avons fait, les résultats auxquels nous avons abouti pour pouvoir terminer. Voici en gros ce que nous avons déterminé. D'abord, la première des choses qui nous apparaît de prime abord, c'est que contrairement aux coordonnées cartésiennes dans lesquelles la densité de flux était constante, dans le cas d'une géométrie sphérique, la densité de flux n'est plus constante. En revanche, R2NA est constant, c'est-à-dire le flux, lui, est constant. Donc nous sommes arrivés, après avoir développé avec vous les équations d'hier, au résultat suivant concernant la densité du flux molaire, le débit molaire et le profil de concentration. Restait, et on avait répondu à cette question, quelles étaient les valeurs des fractions molaires ou les titres molaires. Donc on avait expliqué tout cela dans la diapo suivante, je ne vais pas revenir sur cela. J'avais commencé par émettre une première hypothèse qui était dans le cas où on ne nous précise pas que la diffusion reste confinée dans un film mince qui entoure la bille, que fait-on? Donc on repousse les bornes à l'infini comme on l'a dit, et le résultat se simplifie comme ceci. Donc soit on peut voir ça rapidement à travers une simplification qui apparaît sur les équations, sur les trois équations. C'est ce qui concerne R facteur de R plus delta. Donc on a pu simplifier tout ceci et obtenu ces résultats. La deuxième remarque que je vous avais faite était relative, donc ça c'était la deuxième méthode, comment faire directement à partir des équations, ne pas intégrer de R de grand R à R plus delta, mais plutôt de grand R à R tendant vers l'infini. Et voici des résultats. La deuxième remarque que je vous avais faite, elle était relative à la pression partielle du gaz A très loin de la bille, très très loin de la bille. On pouvait supposer que dans ces conditions, puisque nous avons repoussé la borne à l'infini, eh bien la concentration à cet endroit tendait vers 0, ce qui nous conférait une pression A partielle qui serait très proche de 0. Et donc je vous avais dit qu'on pouvait, en toute logique, considérer la fraction molaire, mais pas que cela, même la pression partielle de l'espèce A très loin de la bille, comme étant à peu près égale à 0. Bien, j'avais commencé par poser la question hier, quand j'ai fait la vidéo. On va y répondre aujourd'hui. La question est la suivante. Dans tout le développement que j'ai présenté avec vous hier, je n'ai pas tenu compte de l'impact de la sublimation sur la taille de la bille. En effet, lorsque la bille subit une sublimation, le rayon devrait diminuer en fonction du temps. Donc, la question est comment prend-on compte des variations temporelles du rayon R au cours du temps. Donc, au temps t égale à 0, je suppose que le rayon de la bille initial, c'est R0. Puis à un temps t quelconque, le rayon a diminué et atteint RT, comme ceci. Donc je passe de R0 à RT, de R0 à RT. Toute la question est comment estime-t-on, comment va-t-on faire pour estimer cette variation, ce nouveau rayon, à quoi va-t-il être égal? C'est ce que je vais essayer de développer avec vous. On avait déjà commencé à faire ça à l'occasion des trois applications que j'avais faites concernant le coefficient de diffusion. Mais aujourd'hui, ça va prendre une toute autre direction, vous allez voir. D'abord, remettons un peu, simplifions-nous un tout petit peu la vie en considérant qu'on se trouve justement dans le cas où la diffusion va envahir tout l'espace qui lui est offert. Par conséquent, R sera poussé à l'infini. Deuxièmement, je supposerai que loin de la bille, les concentrations et donc les pressions partielles tendent vers 0. Rappelons au préalable les résultats auxquels nous avons abouti dans le cas où la borne est poussée à l'infini, les voici, concernant uniquement la densité du flux molaire et le débit molaire. Le débit molaire, le nombre de moles, la variation de nombre de moles par unité de temps. Et
faisant tendre PA infini vers 0, j'obtiens ceci. Donc je vais remplacer PA infini par 0, j'obtiens cela. Une fois que j'ai fait ça, je vais me concentrer à présent sur le débit molaire, qui est une constante, comme on l'a dit. C'est le débit molaire qui est constant. Donc concentrons-nous sur le débit molaire, comme ceci. Bien. Le débit molaire, c'est quoi? C'est une variation du nombre de moles par unité de temps. C'est une variation par unité de temps du nombre de moles. Du nombre de moles de l'espèce diffusante, c'est-à-dire l'espèce A, du naphthalène. Donc réécrivons ça comme ceci. Donc on écrira que le débit volumique, c'est-à-dire la variation du nombre de moles de A par unité de temps, W, c'est égal à D de NA sur DT. NA est le nombre de moles, c'est aussi égal, on avait défini la concentration molaire comme étant le nombre de moles de l'espèce A par rapport au volume total, donc par conséquent, NA, c'est CA fois V, le volume total, comme ceci. Bien, nous savons que la bille de naphthalène a une forme sphérique, le volume d'une sphère c'est 4 tiers de pi r3, 4 tiers de pi r3, et nous savons aussi, en l'occurrence, que CA, si je voulais remplacer par la concentration massique, c'est ρA sur la masse molaire du naphthalène, comme ceci. Bien, une fois que j'ai fait tout ceci, je remplace CA par ρA sur MA, j'obtiens cela. À présent, WR, qui est bien sûr indépendant de R, qui est une constante, va être égal à ça. Donc WA, ça c'est dans le cas général, mais dans mon cas, WA va être égal à ceci. Donc je mets le second membre ici, comme ça. À présent, ça va être juste une gymnastique mathématique pour arriver à une intégrale qui portera sur les variations de rayon en fonction du temps. Donc regardez s'il vous plaît. Je vais reporter ce résultat, le dernier résultat, dans la prochaine diapositive, comme ceci, et je commence le travail. Donc n'oublions pas les hypothèses de travail. Je repousse la borne à l'infini, c'est-à-dire que tout ne se passe pas uniquement dans le film qui entoure la bille, mais dans tout l'espace qui lui est offert. Les pressions très loin de la bille tendent asymptotiquement vers 0. Donc que fait-on à présent? Je vais faire sortir toute la constante, c'est pour cela que j'ai fait apparaître la concentration massique, toute la constante de la dérivée, c'est-à-dire ρm sur ma sur 4 tiers de pi. Il me reste la dérivée de R3, le reste je laisse comme il est. À présent, je vais dériver R3, la dérivée de R3, c'est 3R2dr, comme ceci, 3R2dr. Avant-dernière étape, je vais simplifier à partir des simplifications, le 3 avec le 3, le 4pi avec le 4pi. Ici, il y a un R2, ici, il y a un R. Il y a une simplification qui vont, enfin, 3 simplifications qui vont apparaître et qui vont m'alléger par conséquent mon équation. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi j'ai préféré me placer. Je vous ai dit, pour simplifier les calculs, j'ai préféré repousser la borne R vers l'infini, ne pas m'arrêter à R plus delta. Pourquoi? Parce que sinon, ici, j'aurais eu R facteur de R plus delta et que j'aurais dû faire passer au premier membre, j'aurais eu un R carré sur R facteur de R plus delta. Ça aurait été compliqué de dériver tout ça, donc je voulais avoir une expression relativement simple pour pouvoir m'en sortir rapidement. Une fois que j'ai fait ça, ma dernière étape, je vais faire passer au second membre la masse molaire rapportée par rapport à la concentration massique. J'obtiens ceci. Voilà. Dernière étape, intégrons l'équation depuis le temps initial, t égale à 0, pour lequel le rayon de la bille il est égal à R0, jusqu'à un temps t final ou bien un temps t quelconque pour lequel la bille a un rayon RT. Donc voici le temps initial, il lui correspond le rayon initial R0 et le temps final t ou t', j'aurais pu prendre t' ou tf, il lui correspond le rayon RT. Voici enfin arrivé à la relation que nous recherchons. C'est une relation quadratique qui nous exprime le rayon de la bille de naphthalène, sa diminution
en fonction du temps. Voici comment est-ce qu'on obtient la diminution du volume, c'est-à-dire du rayon de la bille. Alors, nous allons à présent, je vous ai dit aussi que j'allais vous présenter une deuxième méthode pour la démonstration de R2 NAR égale à constante, à partir du bilan classique sur un élément de volume différentiel, dV, que je vais considérer entre R et R plus dr. C'est ce que je vais faire dans la prochaine diapositive pour que vous soyez au courant des deux méthodes. En effet, un étudiant inscrit en génie des procédés doit savoir faire un bilan de masse, un bilan thermique. Donc c'est ce que je vais faire dans la prochaine diapositive. Je reprends donc ma bille de naphtalène. Et donc je vais cette fois-ci non pas utiliser l'équation de bilan, c'est-à-dire l'équation de continuité, mais plutôt démontrer ce résultat. Bien, comment fait-on? Bien, on va par la pensée délimiter une tranche dr comme ceci, comprise entre R et R plus dr. Voici donc par la pensée la tranche dr, là voici d'épaisseur dr, comprise entre R et R plus dr. Notons à présent le nombre de moles de A de naphtalène qui traverse la surface S en R égale à petit r pendant dt, pendant le dt. Ce sera évidemment la surface S multipliée par NA en R, comme ceci. Donc voici la surface, et 4 pi R2 évidemment en petit r égale à petit r, multiplié par NA en R. Je refais ce même travail au niveau du rayon R plus dr. Je recalcule le nombre de moles qui arrivent en S qui se situe en R plus dr et qui traverse la surface S de R plus dr. Ça va me donner ceci, donc de 4 pi entre parenthèses R plus dr au carré, comme ceci, NA de R plus dr. NA de R plus dr. Donc maintenant, je vais calculer la variation du débit molaire. La variation, c'est-à-dire l'équation finale, je vais lui retrancher la première équation pour avoir D de W. dW, ça me donne ça. Pour alléger les écritures, je vais mettre SNA en R plus dr moins SNA en R. SNA en R plus dr moins SNA en R. Il y a R plus dr, R plus dr, il y a R, il y a R. Voici comment j'écris, tout simplement cette écriture. Bon, maintenant, je l'ai compris pourquoi j'ai adopté cette écriture. Certainement, c'est pour développer la fonction SNA en série. Là, voici, je vais faire un développement limité de la fonction SNA. Et je vais m'arrêter à l'ordre 1. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous prenons un élément infinitésimal, un élément différentiel dv très petit, de manière à ce que dr soit très petit également. Si dr est très petit, évidemment, dr au carré sera d'autant plus petit, dr au cube encore plus. Donc voilà, je vois ici SNA en R plus dr moins SNA en R, ça va être égal à ceci, le second terme du second membre. Et je viens de démontrer en fait quoi? Que la variation du débit volumique, elle était égale à ça. Mais la variation du débit volumique, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accumulation, l'écoulement est stationnaire, l'écoulement de la masse est stationnaire, il n'y a pas de réaction chimique, ce qui veut dire que l'entrée, ce qui entre en R, égale à ce qui sort de R plus dr. Donc c'est égal à 0. Je viens de démontrer quoi en fait? Que 4 pi R2 NA, la dérivée par rapport à dr de 4 pi R2 NA, était égal à 0. Ceci veut dire que par rapport à R, 4 pi R2 NA égale à une constante. Je vais mettre le 4 pi dans la constante pour obtenir une nouvelle constante. Je viens de vous démontrer que R2 NA
était égal à constante. C'était égal à une constante. En fait, j'aurais pu rapidement griller les étapes et ici, mais j'aime pas trop cette méthode, c'est de de diviser pardon, par delta R, faire tendre la limite de tout ce groupement en faisant tendre le delta R vers 0, vous trouvez la dérivée. Je préfère passer par ce développement en série qui me permet d'avoir rapidement le résultat. C'est ce qu'on faisait avec Yuri Molodov lorsqu'on traitait les problèmes de mécanique des fluides. Voilà, j'arrive maintenant à une dernière application pour ce qui est des surfaces variables. Ça va être un devoir de maison que je vous avais proposé en cours. Je vous avais dit, traitez-moi de la même manière ce même problème en considérant que vous avez affaire à toujours du naphtalène, par exemple du naphtalène, mais sous forme d'un bâtonnet de forme cylindrique de longueur R et de rayon R, de longueur L et de rayon R, placé toujours dans une armoire si vous le désirez, dans laquelle il y a de l'air et où règne une pression partielle A, de A. Et je vous avais dit, retrouvez-moi les résultats, c'est-à-dire la densité de flux, le débit molaire, le profil de concentration en termes de fraction molaire. Bien, voici la géométrie, la voici d'abord. Voici donc mon bâtonnet de naphtalène ou de toute autre pastille désodorisante par exemple. Elle a une longueur, cette pastille désodorisante, elle a une longueur L et un rayon R. Elle est placée donc dans une armoire, comme on l'a fait la séance précédente. Je vais faire la coupe pour que vous voyez, maintenant je vais faire la coupe AA pour que vous voyez un peu comment ce qu'elle est, cette géométrie, la voici. Donc je coupe là. Je vais représenter le film gazeux qui entoure mon bâtonnet, c'est le film gazeux au sein duquel s'effectuera les grandes variations de concentration. À l'extérieur, les concentrations ne varient quasiment plus, elles sont uniformes, elles ne changent pas, ni en fonction de l'espace, ni en fonction du temps. Alors le voici, le film gazeux qui entoure mon bâtonnet, et il a une épaisseur delta. J'appellerai le point, comme d'habitude, le point 1, l'interface solide-fluide, et le point 2, le point R égale à delta. Les hypothèses de travail sont les mêmes que celles que j'ai adoptées pour le cas sphérique, à savoir l'écoulement unidirectionnel, la stationnarité de l'écoulement, de masse évidemment, le fait que B soit inerte, et la température et la pression restent constantes tout au long de l'opération de sublimation. Alors les voici les hypothèses, je les mets. Je vais juste détailler un tout petit peu la première hypothèse. Alors pour que l'écoulement se fasse dans une direction privilégiée, la direction axiale, je reviens vers ça, la direction radiale, nous devons impérativement choisir l'hypothèse suivante. Il faut que L, la longueur du bâtonnet, soit très très grande par rapport au rayon. Il faut que L soit très très grande par rapport au rayon. J'ai de la même manière parlé de ce même problème quand j'ai abordé le tube de Stéphane. Je vous avais dit à l'époque, il faudrait que la longueur du film au sein duquel s'effectue la diffusion, l'évaporation, soit très très grand par rapport au rayon. C'est pour ça que nous prenions un capillaire. C'est de la même manière ici, je vais supposer que L est très très grande par rapport à R, et une deuxième hypothèse quand même qu'il faudrait rajouter, on suppose que le bâtonnet de naphtalène est homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a que du naphtalène dans ce bâtonnet, il n'est pas hétérogène. Une fois que j'ai fait ça, je tiens juste aussi à signaler pour être rigoureux, c'est un écoulement à direction privilégiée, c'est la direction radiale. En toute logique, NA-θ et NA-φ ne sont pas identiquement nuls, ils sont très très petits par rapport à NAR. J'ai par abus d'écriture écrit cela, mais en toute rigueur, il faut juste dire c'est un écoulement à direction privilégiée, c'est la direction radiale. Les autres directions, les écoulements suivant ces autres directions sont négligeables. Quand je dis écoulement, évidemment, je suis en train de parler de transfert de masse, pas de mécanique des fluides. L'écoulement est aussi unidimensionnel, à savoir que les concentrations ne dépendent que du rayon. Stationnaire, dans le film gazeux, les concentrations ne varient pas en fonction du temps, ou bien quasi stationnaire. B est inerte, et enfin, comme je vous l'ai dit, P et T restent constantes tout au long de la sublimation
Et donc nous allons maintenant présenter juste brièvement l'équation, les deux équations auxquelles nous avons toujours affaire. La première, c'est qu'il rend compte de la densité de flux molaire de A, Na égale à JA étoile plus le terme transport TA étoile. Et la deuxième équation, l'équation de bilan. Vous voyez ici, je suis passé directement à l'équation de bilan. Je ne fais pas le bilan de masse sur un élément de volume, mais vous pouvez le faire comme je l'ai fait aujourd'hui. Vous pouvez le refaire pour cette géométrie cylindrique. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je vais vous dire ce qui va changer rapidement. Une petite chose. On va tout retrouver comme pour le cas sphérique, le fait que NA ne soit pas constant. C'est une fonction également hyperbolique. Alors écrivons justement l'équation de bilan. Et cette équation, sachant que l'écoulement il est unidirectionnel, donc il y aura un seul gradient de concentration, et YK NA plus NB, comme ceci, ça me donne ça. Voilà à quoi j'aboutis. Et l'équation de bilan, voici ce qu'elle me donne. À l'aide des hypothèses précitées, écoulement stationnaire unidirectionnel, pas de réaction chimique, j'arrive au résultat suivant. 1 sur R D sur dr de R NAR égale à 0. Comme R est différent de 0, ceci veut dire que ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire R NAR égale à une constante. Donc on le voit bien, là aussi, la densité de flux molaire de A n'est pas constante, c'est une fonction hyperbolique qui va être constant, comme pour le cas sphérique, ça sera le débit molaire. Il sera indépendant de R. Ce sera le débit molaire. Et d'ailleurs, vous devez garder ça en tête. Ici, en fait, vous trouvez R multiplié par 2πL, ça me donne la surface latérale. La surface latérale. Dans le cas traité hier, c'était R2. La surface, c'était 4πr2. Donc en fait, toujours ici, vous avez la surface. C'est pour ça qu'on dit que le flux, lui, se conserve. Le nombre de moles par unité de temps se conserve, pas la densité. Bien voilà, alors ce que je vous demande, une fois que vous avez fait ça et que vous suivez la même procédure que j'ai développée avec vous dans le cours numéro 15, je vous demande de me trouver, avant cela, je dois annuler NB, comme j'ai dit, NB est égal à 0, puisqu'il est inerte. Maintenant, nous savons ce que veut dire inerte, c'est-à-dire qu'il ne diffuse pas au sein de A, B ne diffuse pas au sein de A. Une fois qu'on a écrit ça, voilà, NB a disparu, bien, je vous demande de me donner 4 résultats, de me présenter 4 résultats qui sont les suivants. La densité de flux molaire Na, la densité de flux qui quitte la surface, le nombre de moles de A qui quitte la surface de votre bâtonnet par unité de temps, par unité de surface et par unité de temps. Le débit molaire qui lui va être constant, vous ne verrez pas de petit r à l'intérieur. Et enfin le profil de concentration en termes de fraction molaire. Voilà ce que je vous demande de préparer. Ça pourrait faire l'objet d'un examen ou d'un contrôle. Je vais m'arrêter là pour ce qui est des surfaces qui varient en fonction du rayon, par exemple comme celle qu'on vient de voir, les deux. La surface cylindrique d'aujourd'hui et celle d'hier, la géométrie sphérique. Il resterait aussi une dernière surface que je ne vais pas traiter, sauf si je reprends tout cela après vous avoir présenté tout le cours. Ce serait une surface sous forme conique qui est très abordée dans les ouvrages. Peut-être que je la préparerai sous forme de diapositive, mais pas pour l'instant. Ce qui va arriver la séance prochaine, parce qu'il faut que j'avance, il faut que j'arrive à terminer tout le chapitre 3 pour aborder le transfert entre phases. Nous allons aborder les réactions hétérogènes et nous verrons à l'occasion de cela un réacteur catalytique où il y aura réaction chimique, mais vous allez voir que bien qu'il y ait réaction chimique, eh bien, il n'y aura pas dans l'équation de continuité, l'équation des bilans, il n'y aura pas de taux de production dans le second membre. Comment ça se fait? On verra ça la semaine prochaine, enfin la séance prochaine, peut-être ce soir ou demain matin. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. S'il y a des questions ou des interrogations ou des erreurs qui sont apparues dans ce que j'ai développé, je serai heureux de pouvoir les corriger si vous ne m'en faites pas. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Merci de votre attention. Au revoir.